Bonjour Robin. Bon dimanche. Oui, Robin, vous êtes un chercheur, hein? Alors, vous allez nous parler de cette épice très spéciale qu'on surnomme l'or rouge et comment on peut l'intégrer dans son alimentation et surtout les propriétés, parce qu'il y en a plusieurs, hein, vraiment intéressants. Le safran est vraiment une épice qui est utilisée depuis 3000 ans. On parle du Crocus sativus, qui est la plante dont on extrait le safran. Alors, ce fameux crocus est finalement une petite plante bulbeuse qui est composée de longues feuilles linéaires et très fines qui partent directement du bulbe. Et on retrouve la fleur de ce crocus. C'est en forme de coupe, ça a une couleur violette. Ça contient des pistils qui sont pourvus de longs stigmates. Et ces stigmates, lorsqu'on les sèche précautionneusement, ils vont donner le safran, c'est des minces filaments d'un rouge foncé qui ont environ 2 cm, qui vont dégager une odeur très intense et pénétrante avec une saveur, moi je trouve, légèrement piquante, un petit peu amère avec un arôme assez puissant, quand même assez intense, chaud et parfumé. On l'appelle or rouge, le prix est assez élevé, on parle de près de 60 $ le gramme. La production est très chère, il faut 150 000 fleurs de crocus pour obtenir 1 kg de safran. Le crocus est vraiment cultivé principalement en Espagne, au Maroc, en Asie et surtout en Iran, dans la région montagneuse du Cachemire. Le safran est très réputé pour son usage culinaire, mais aussi dans les domaines de la médecine et de la pharmacie. Du temps de l'Égypte, Cléopâtre s'en servait pour ses propriétés cosmétiques. On a découvert des peintures préhistoriques âgées de 50 000 ans qui étaient faites à base de pigments de safran. Il faut mentionner que la production du safran, c'est le travail de moine. Les étapes sont fascinantes. Il faut cueillir les fleurs. On a dit tout à l'heure 150 000 fleurs de crocus pour 1 kg de safran. Mais ensuite, il faut procéder à l'émondage des fleurs. C'est vraiment l'action de séparer tous les stigmates des autres organes de la fleur du crocus. C'est un travail très long qui se fait manuellement. Et il y a aussi le séchage de la partie la plus délicate qui va donner toutes les qualités organoleptiques du safran, ses saveurs, le pouvoir aromatique, procédé de conservation des stigmates dans les pots de verre. Alors, je vais parler des principaux composants du safran parce que ça va introduire aussi aux propriétés médicinales de cette épice. Les principaux composants du safran, on parle de la crocine et la crocétine, 2 pigments caroténoïdes. Et cette crocine et crocétine sont responsables de la couleur jaune-orangée de l'épice. On sait que les caroténoïdes sont des pigments naturels jaunes et oranges qui sont issus des plantes. On a aussi la picrocrocine qui apporte au safran sa saveur et son goût un peu amer. Et un autre composé extraordinaire, le safranal. C'est vraiment le composé volatile qui est responsable de l'arôme et de l'odeur spécifique du safran, mais qui contient aussi près de 1,3% d'huile essentielle. Le safranal, c'est vraiment le principal composant biologiquement actif de l'huile. Il représente 83% des composants volatiles et on retrouve beaucoup de flavonoïdes dans le safran, des flavonoïdes qu'on appelle des camphérols. Il y a beaucoup de propriétés médicinales, souvent insoupçonnées. Une des premières propriétés du safran, on parle des propriétés anxiolytiques qui vont permettre d'apaiser l'anxiété et l'angoisse. Et il y a une étude qui a été menée sur des rats en 2008 qui démontre que l'activité anxiolytique de la crocine comparée au diazépam, un médicament anxiolytique de la classe des benzodiazépines, les résultats ont prouvé que cette crocine administrée chez les rats, à la dose la plus élevée, va réduire l'anxiété de manière similaire au diazépam. Les effets synergétiques des différents composés du safran, comme la crocine et le safranal, vont agir dans le traitement de l'insomnie et de l'anxiété. On retrouve aussi des propriétés antidépresseurs. On sait qu'en Iran, ils font au safran, qui a la réputation d'améliorer l'humeur et de lutter contre la mélancolie. Il y a certaines études qui vont comparer le safran aux antidépresseurs conventionnels qui ont démontré un effet thérapeutique bénéfique et aussi un profil de sécurité lorsque on compare ça avec certains antidépresseurs. Et dans le traitement de la dépression, le safran est beaucoup mieux toléré par le patient. Alors ça, il y a des études sur ça qu'ils ont comparé à la fluoxétine, qui est un antidépresseur, puis ils se sont rendus compte de ça effectivement, qu'avec 30 mg de safran par jour, c'était aussi efficace que cette fluoxétine avec beaucoup moins d'effets secondaires. Et il y a aussi des propriétés très antioxydants. Les caroténoïdes, font partie de la crocine et de la crocétine, vont jouer un rôle important sur la santé parce que ça va agir en tant qu'antioxydant naturel. Ça va protéger les cellules et les tissus des différents effets préjudiciables des radicaux libres. C'est vraiment des facteurs important à tenir compte, les propriétés antioxydantes. La crocine est le principe actif
actif le plus étudié en ce moment en ce qui concerne les propriétés antioxydantes du safran. Et ça agit pas seul, hein, mais c'est vraiment grâce à une action synergique avec les autres composants comme le safranal et le diméthyl, le quercétine, les flavonoïdes. Enfin, tous les composants vont agir de façon synergique. Il y a une autre étude aussi qui montre que le safranal limite les dommages oxydatifs générés par la production de radicaux libres au niveau de l'hippocampe. Alors, important aussi, hein, c'est sûr, parce que ça, cette dimension de l'hippocampe, ça fait partie des problématiques souvent de mémoire, mais c'est toujours des plus, puisque vous avez dit qu'il est intéressant cette tradition où on se fait un thé au safran et qui a la réputation d'aider à l'humeur. Ben c'est ça, c'est que tous les ingrédients actifs, ben on se rend compte que ça aide à normaliser la sérotonine. Plusieurs études aussi qui ont été menées pour évaluer l'efficacité du safran dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, du stade léger à modéré. À certaines doses plus élevées, le safran s'est avéré aussi efficace que le donépézil. Alors, et souvent, ces approches-là, moi, je considère que c'est meilleur parce que on s'est rendu compte aussi que dans les médicaments, par rapport aux problématiques d'Alzheimer, ils ont investi des milliards et c'est pas si fabuleux que ça avec des effets secondaires. Donc, c'est important qu'on aille vraiment, là, qu'on regarde du côté de toutes les approches avec les facteurs naturels de santé. Et le safran fait partie depuis longtemps des remèdes traditionnels pour son action anti-inflammatoire et analgésique. On a soigné des otites, des gouttes, des douleurs lombaires avec des extraits, des teintures de safran qui ont été aussi déployés pour soigner la fièvre. On retrouve certains produits pour traiter les abcès, la gingivite et puis les douleurs qui sont associées à l'éruption des premières dents chez les nourrissons. Le safran aussi a des propriétés inflammatoires. Oui. Ça a vraiment tout à fait sa place dans la prévention des maladies cardiovasculaires via une régulation aussi des lipides et des glucides parce que le safran fait aussi baisser le taux de cholestérol. Et le safran est utile pour maintenir la bonne santé au niveau des artères et des vaisseaux sanguins. C'est ça, hein, c'est toujours finalement l'effet anti-inflammatoire au niveau des vaisseaux, l'effet aidant au niveau aussi sérotonine qui fait qu'il y a moins de tension à l'intérieur de la personne. Hein? Oui. Alors, c'est toujours l'effet domino finalement là, qu'on peut retrouver. Et on parle aussi de l'effet sur la glycémie puis de la résistance à l'insuline. Il y a des études qui ont montré l'attitude de la quercétine à réduire la résistance à l'insuline chez des rats mâles albinos. Une étude plus récente, qui date de 2009, a également montré le lien entre le safran et la normalisation de la glycémie. Alors, moi, je trouve ça fascinant. Vous comprenez pourquoi le safran est mon ami? Oui. Et on retrouve au niveau culinaire, justement, le safran dans plusieurs plats typiques méditerranéens, ça c'est certain. Du safran, on en trouve en France dans la bouillabaisse. Et en Espagne, on retrouve dans la fameuse paella et la zarzuela également, un plat espagnol. On retrouve aussi du safran dans le fameux risotto à la milanaise. Tout à fait, dans le risotto à la milanaise et dans le fameux tagine marocain. Et on retrouve aussi dans le challah lors du sabbat chez les Juifs. Il entre le safran dans la composition, dans la préparation des desserts comme le riz au lait. Il est utilisé aussi comme ingrédient pour certains gâteaux et pâtisseries. Et même le safran, on peut l'ajouter à certaines boissons non alcoolisées, mais également à des liqueurs comme la traditionnelle chartreuse. Très ancienne liqueur, c'est le cas de le dire, là. La chartreuse, est-ce que c'est celle-là qui contient une centaine d'herbes? Oui. C'est ça, hein? Et en calligraphie aussi, le safran est utilisé dans l'art de la calligraphie. Il recourt à cette précieuse épice pour faire des mélanges avec de l'encre, pour obtenir de l'encre rouge et de l'encre jaune pour de différentes écritures. L'encre de safran a rehaussé de sa lumière les textes religieux tels que le Coran et les évangiles. Et puis, sûr qu'on l'a beaucoup utilisé en teinture, pour différents vêtements à travers les âges. Et même en cosmétologie, le safran est utilisé dans les traditions ancestrales, dans les pays orientaux. On l'absorbait en infusion, on l'appliquait de façon cutanée, en macération dans du lait d'anis. On mélangeait à des graisses pour ses vertus antioxydantes puis pour garder une peau douce et jeune. À la Renaissance, le safran s'était adopté par les femmes italiennes. Ils le mélangeaient à du citron. Oui. Puis ils versaient sur ce mélange-là, sur leurs cheveux, puis ils s'exposaient au soleil pour que leurs cheveux prennent une couleur d'un blond vinifié. Ah, d'accord. Citron, donc,
avec le safran. Oui, ben c'est ça, hein. Puis comme vous avez dit tout à l'heure, sur des peintures très anciennes, on en faisait une peinture, hein. Donc, est-ce qu'on l'a mélangé avec des huiles pour faire vraiment des pâtes d'huile pour les peintres? C'est ça. Exactement. Alors, c'est vraiment le pouvoir colorant de la crocine a vraiment été utilisé à ce niveau-là, même en parfumerie. Du temps de l'Égypte ancienne, Cléopâtre avait déjà utilisé le safran comme ingrédient pour sa célèbre eau de toilette qu'on nomme kifi, qui est une préparation composée de safran. Il y avait de la cannelle aussi, des raisins secs, du myrrhe, du vin, du miel. Bon, il y avait différents mélanges. Puis à partir du safranal aussi, on rappelle, c'est le principal composé odorant de l'épice. Donc, il y a la note safranée dans les parfums. Mm-hmm. Et, les grands parfumeurs ont beaucoup utilisé aujourd'hui le safran pour définir leurs parfums. On parle de Givenchy, Armani, Paco Rabanne, Lancôme, etc. Mais aujourd'hui, souvent, malheureusement, on utilise une molécule de synthèse, la safraléine, utilisée comme substitut du safran. Il y a des compagnies qui font la teinture mère de safran. Il y a aussi des comprimés de safran, comme vous disiez tout à l'heure, qui ont un certain effet antidépresseur. Mais c'est sûr que quand même, on peut soi-même beaucoup travailler avec l'épice. Il faut la choisir de bonne qualité. Il faut que ça soit biologique, hein? Toujours important. J'achète le safran en petit pot de verre, le safran iranien. Puis je le trouve excellent. Puis il est très parfumé. C'est un rouge très foncé avec les pistils assez longs. Alors, vraiment intéressant, Robin. Juste mentionner que le safran est un très bon exhausteur de goût. Hein. Ça réveille vraiment les saveurs dans un plat. Alors, c'est beaucoup plus intéressant que le glutamate monosodique. Tout à fait. Puis c'est certainement pour ça, Robin, que ça fait partie de ce qu'on retrouve dans les recettes de paella, les recettes de risotto à la milanaise et autres recettes dont vous avez parlé. Donc, ces gens-là avaient donc bien découvert les belles saveurs et avaient aussi constaté que c'était un bon rehausseur de goût, le safran. Ils ont constaté ça et aussi ils ont vraiment mis à profit les propriétés, le pouvoir colorant, parce que c'est vraiment magnifique, la teinte jaune du safran dans un plat. Oui. L'arôme, le safran a vraiment un arôme très caractéristique qui s'exprime finalement en fin de bouche. Et aussi, l'influence sur la saveur du plat, ça rehausse vraiment le goût des aliments. Ça permet d'harmoniser les saveurs d'un plat tout en les faisant exploser dans la bouche. C'est important de savoir au niveau de l'utilisation du safran en cuisine. Il faut être très patient parce que le safran s'utilise uniquement infusé. L'eau chaude, par exemple. Puis il faut lui laisser le temps de s'exprimer, de s'ouvrir. Lorsqu'on l'utilise, il est vraiment recommandé de faire infuser la veille pour le lendemain dans à peu près 1 centilitre à 20 centilitres de liquide chaud de votre choix. Puis le safran, on le cuit pas plus que 20 minutes. Idéalement, maximum 10 minutes. Donc, on met toujours ça à la fin de la cuisson. Voilà. Donc, on parle du safran iranien dans un pot de verre et qu'on ne va pas le laisser comme ça sur le comptoir. Hein. C'est toujours préférable que ça soit à l'abri de la lumière. Et les gens pourront vont apprivoiser le safran et ne serait-ce déjà que se faire un breuvage, un thé chaud au safran. Ça serait déjà une première étape. J'invite les gens à s'en procurer et c'est une très grande épice. Ben, merci beaucoup, Robin. Je suis enchanté d'avoir parlé de cette grande épice et je vais souhaiter un bon dimanche. Très bien, bon dimanche safrané. Au revoir, Robin, merci.